Ils construisirent des villes monumentales, émergeant parmi les forêts d'arbres et les collines verdoyantes d'Amérique centrale. Ils cultivaient une culture belliqueuse qui exaltait la guerre comme une activité sacrée et vénérait des dieux sombres et sauvages qui exigeaient des sacrifices humains pour faire couler le sang. Pleine de mystères et d'histoires intrigantes, la civilisation maya était la plus grande et la plus puissante des civilisations précolombiennes. Elle apparut vers 2600 avant Jésus-Christ et atteignit son apogée entre le 8e et le 9e siècle. Elle occupait les régions qui englobent aujourd'hui le sud-est du Mexique et le nord de l'Amérique centrale. Cette zone comprenait toute la péninsule du Yucatan, le Guatemala, le Belize ainsi que les parties occidentales du Honduras et du Salvador. Grâce à leur maîtrise de l'agriculture, les premiers habitants de la Mésoamérique se sont installés dans des sociétés agricoles sédentaires, leur principale source de nourriture étant la culture du maïs, des haricots et des courges. Parmi les autres cultures qui adoptèrent le mode de vie agricole, comme les Olmecs, les Mixtèques et les Aztèques, les Mayas se distinguèrent par leur rapide expansion territoriale. L'histoire de la civilisation maya est divisée en 3 grandes périodes, le préclassique, le classique et le post-classique. Au cours de la période préclassique, entre 2000 avant Jésus-Christ et 250 après Jésus-Christ, les petits villages commençaient à se développer et à former des villes. Le système politique était également constitué sous une forme théopolitique, c'est-à-dire la croyance que le roi et les autres membres de la royauté avaient une ascendance divine et une autorité totale sur leur sujet. L'autorité conférée au souverain était énorme, au point que le roi exerçait un contrôle ultime sur les fonctions administratives, économiques, judiciaires et militaires de la politique. Son autorité étant renforcée par les manifestations publiques, les rituels et la religion. La dévotion de la population envers le souverain permettait de mobiliser des centaines de personnes pour la réalisation d'immenses projets d'infrastructures et la construction de bâtiments solides et détaillés. À mesure que la population augmentait, les différents secteurs de la société se spécialisaient et l'organisation politique devenait plus complexe. Des centaines de villes furent reliées entre elles par un réseau de hiérarchie politique. La couche aisée de la société se multipliait avec le développement d'une classe moyenne composée d'artisans, de prêtres, de marchands et de soldats. Le système de calendrier maya a vu le jour à l'époque préclassique et fut développé jusqu'à sa plus grande sophistication, enregistrant avec grande précision les cycles lunaires et solaires, les éclipses et les mouvements des planètes. Le calendrier maya était intrinsèquement associé aux rituels religieux et à l'astronomie. Les mayas effectuaient des observations méticuleuses sur les corps célestes, enregistrant les mouvements du soleil, de la lune et des étoiles. Bien que l'astronomie ait été principalement utilisée par les prêtres pour comprendre les cycles temporels et les projeter dans l'avenir afin de produire des prophéties, elle avait également des objectifs pratiques, tels que l'aide à la plantation et à la récolte des cultures. Pendant la période classique, entre 250 et 900 après Jésus-Christ, les Mayas atteignirent l'apogée de la construction et de l'urbanisme à grande échelle, tout en réalisant un important développement intellectuel et artistique. L'organisation politique de la période classique peut se comparer à celle de la Grèce antique, avec plusieurs cités-états formant un réseau complexe d'alliances et d'inimitiés. Les plus grandes villes comptaient entre 50 000 et 120 000 habitants. Certaines de ces villes puissantes se livrèrent à des guerres violentes, comme la rivalité légendaire entre Tikal et Calakmul. Les deux cités développèrent de puissants systèmes d'alliés et de vassaux. Les villes les plus petites qui rejoignaient l'un de ces réseaux gagnaient en prestige grâce à leur association avec la capitale. Ce contexte politique peut être comparé au Japon féodal de l'ère Sengoku Jidai. Fondé au 3e siècle dans l'actuel Guatemala, Tikal était la plus grande ville de l'empire maya et la capitale d'un état conquérant qui devint l'un des royaumes les plus puissants des anciens mayas. La souveraineté de Tikal fut contestée par la grande ville de Teotihuacan. Cette dernière, vers 378 après Jésus-Christ, soumit de manière décisive les souverains de Tikal, fondant une nouvelle dynastie. D'autres sites présentaient une architecture et des sculptures remarquables, comme la ville de Chichen Itza, dans l'état mexicain du Yucatan. Chichen Itza était l'une des plus grandes cités mayas, et sa population était peut-être la plus diversifiée du monde maya, un facteur qui contribua à la diversité de ses styles architecturaux. Pendant la période classique, les mayas progressèrent dans l'étude des mathématiques et officialisèrent un système d'écriture basé sur les hiéroglyphes. Le système d'écriture maya est l'une des plus grandes réalisations des habitants précolombiens des Amériques, considéré comme le plus sophistiqué
sophistiqué et le plus développé parmi la douzaine de systèmes d'écriture mis au point en Mésoamérique. La guerre était très répandue dans le monde maya. Les campagnes militaires étaient organisées pour plusieurs raisons, notamment le contrôle des routes commerciales et des tribus, les raids visant à capturer des prisonniers, voire la destruction complète d'un état ennemi. Les rois mayas étaient des capitaines de guerre, mais en cas de défaite, ils pouvaient être capturés, torturés et sacrifiés. Les états mayas n'entretenaient pas d'armée permanente, mais tout homme adulte était apte au service militaire. Les guerriers étaient très disciplinés et participaient régulièrement à des exercices d'entraînement qui incluaient le combat, la stratégie et les danses de guerre. Certaines chroniques indigènes suggèrent que les femmes combattaient également à l'occasion. La religion maya reposait sur la croyance en un royaume surnaturel, habité par plusieurs divinités puissantes. La plupart d'entre elles étaient de nature cruelle et violente et avaient constamment besoin d'être choyées par des cérémonies et des offrandes rituelles. Pour les Mayas, les dieux étaient les forces personnifiées de la nature et pouvaient commander la pluie, le vent, le feu et d'autres éléments naturels. La croyance en des forces surnaturelles influençait la vie des Mayas, y compris les activités quotidiennes les plus simples telles que la préparation des aliments, le commerce, la politique et les activités élitistes. Les divinités mayas gouvernaient tous les aspects visibles et invisibles du monde. Les ancêtres décédés étaient également vénérés car on pensait qu'ils étaient capables d'intercéder pour leurs descendants vivant dans les relations avec le monde surnaturel. Les familles enterraient leurs morts dans le sol avec des offrandes correspondant au statut social de la famille. Au fur et à mesure que la société maya se développait et que l'élite devenait plus puissante, la royauté développait ses sanctuaires domestiques dans les grandes pyramides, qui en venaient à abriter les tombes de leurs ancêtres. Les rituels mayas les plus importants culminaient avec les sacrifices humains. Le sang était considéré comme une puissante source de nourriture pour les divinités et le sacrifice d'une créature vivante était une importante offrande de sang. En général, seuls les prisonniers de guerre de haut rang étaient sacrifiés. Les captifs de statut inférieur étaient utilisés comme main-d'œuvre. Le sacrifice d'un roi ennemi était l'acte le plus apprécié. Ce sacrifice impliquait la décapitation du souverain captif, mais cela ne se produisait parfois qu'après que la victime a été torturée, battue, scalpée, brûlée ou éventrée de diverses manières. L'extraction du cœur de la victime encore vivante était également une pratique courante, influencée par les rites des Aztèques de la vallée du Mexique. Les Mayas exprimaient leurs croyances religieuses et d'autres aspects de la société dans l'art avec une préférence pour les couleurs vertes ou bleu-vert. Ils accordaient une grande importance aux pierres de jade, sculptant des sculptures et des masques funéraires pouvant peser jusqu'à 4 kilos. Les Mayas avaient une longue tradition de peinture murale. Les murs étaient recouverts de plâtre et des motifs polychromes étaient peints sur la surface lisse. La plupart de ces peintures murales ont disparu, mais des tombes peintes ont été mises au jour à Tikal et dans d'autres lieux. Parmi les peintures murales les mieux conservées, on trouve une série de peintures grandeur nature sur le site archéologique de Bonampak. La période post-classique s'étend de 950 à 1539 après Jésus-Christ et se caractérise par l'abandon des grandes villes de la période classique. Aucune théorie ne fait l'unanimité pour expliquer cet effondrement de la société maya. Mais il y a probablement plusieurs causes, dont les guerres, la surpopulation et la forte dégradation de l'environnement, qui entraîna le tarissement des principales sources d'eau qui alimentaient les villes. Les migrations massives modifièrent considérablement le paysage du monde maya. Des villes entières se vidèrent et furent rarement repeuplées. La majeure partie de la population s'est dirigée vers les hauteurs, construisant de nouvelles villes plus petites au sommet des collines, où la géographie du terrain permettait une meilleure protection contre les attaques ennemies. Le monde maya fut encore plus touché par l'arrivée des Espagnols en 1511, lorsqu'une caravelle espagnole coula dans les Caraïbes et qu'une douzaine de survivants débarquèrent sur la côte du Yucatan. Ils furent capturés par un seigneur maya et la plupart d'entre eux furent sacrifiés. De 1517 à 1519, 3 expéditions espagnoles explorèrent la côte du Yucatan et livrèrent plusieurs batailles aux habitants mayas. Même les courageux guerriers mayas ne pouvaient rivaliser avec la supériorité militaire des Espagnols qui disposaient d'armes à feu, de canons, d'armures et d'épées en acier. Les principales villes mayas furent capturées et pillées par les Espagnols, dont la principale intention était de trouver de l'or pour enrichir leurs coffres. Nor-Petén fut la dernière ville maya indépendante à tomber aux mains des Espagnols en 1697. Bien que les conquêtes espagnoles aient affaibli la culture maya, celle-ci ne s'est pas éteinte. Les croyances et la langue maya résistèrent à l'épreuve du temps. Le calendrier rituel de 260 jours est toujours utilisé dans les communautés mayas modernes des hauts plateaux du Guatemala et du Chiapas, où des millions de locuteurs mayas habitent le territoire où leurs ancêtres développèrent leur civilisation. La civilisation inca s'est développée et a prospéré dans certains des endroits les plus inhospitaliers de la planète.
Aux points les plus élevés, l'air est si raréfié qu'il est difficile de respirer. Les tremblements de terre et les volcans ont également fait partie des difficultés surmontées par les Incas, ce qui les a rendus très habiles dans l'art de la survie. Les Incas formaient le plus grand empire de l'Amérique du Sud précolombienne. Situé principalement dans la cordillère des Andes, l'empire englobait les actuels Pérou, Équateur, Bolivie, Argentine et une grande partie du Chili, ainsi que l'extrémité sud-ouest de la Colombie. La langue officielle de l'empire Inca était le Quechua, parlé par de nombreux peuples indigènes d'Amérique du Sud. Elle est antérieure à l'empire Inca et est encore parlée aujourd'hui par environ 10 millions de personnes appartenant à différents groupes ethniques. Même sans utiliser la roue, les animaux de trait, la métallurgie du fer et un système d'écriture, les Incas ont réussi à maintenir l'un des plus grands états impériaux de l'histoire. Leur architecture était monumentale et un vaste réseau de routes permettait d'atteindre tous les coins de l'empire. Ils sont également à l'origine de grandes innovations agricoles qui ont permis de produire de la nourriture dans un environnement difficile. Dans la langue quechua, le mot Inca signifie dirigeant, une petite classe dirigeante d'environ 40 000 personnes. Ces derniers régnaient sur une population d'environ 10 millions de personnes issues de différents groupes ethniques. Les Espagnols ont adopté le terme Inca pour désigner tous les sujets de l'empire, et pas seulement la classe dirigeante. L'origine des Incas est entourée de mythes et de légendes qui peuvent contenir une part de vérité historique. La légende veut que le premier souverain Inca soit Manco Cápac, roi semi-légendaire et fondateur du royaume de Cusco et de la lignée Inca, à laquelle tous les souverains suivants seraient liés par le sang ou la spiritualité. Vers 1438, les Incas entamèrent une vaste expansion sous l'égide de Pachacuti, conquérant le territoire actuel du Pérou. Pachacuti réorganisa le royaume de Cusco et on pense qu'il construisit la célèbre cité de Machu Picchu dans les montagnes orientales du sud du Pérou. C'est aujourd'hui l'une des principales attractions touristiques du pays. La domination Inca s'est établie principalement par le biais de négociations politiques. Pachacuti envoyait des messages aux chefs de nombreux villages pour leur vanter les avantages de faire partie de son empire. Il leur offrait des cadeaux somptueux tels que des tissus de grande qualité et leur promettait qu'ils seraient matériellement plus riches en tant que ses sujets. La plupart d'entre eux acceptèrent la domination des Incas car l'autre option était la soumission par la force. Les chefs qui refusaient étaient vaincus au combat et exécutés sans pitié. Les familles de certains d'entre eux furent épargnées et leurs enfants amenés à Cusco où ils apprirent les systèmes d'administration Inca pour gouverner plus tard leur terre d'origine. Les Incas désignaient leur empire par le nom de Tawantinsuyu, ce qui signifie les 4 provinces en raison des divisions territoriales de l'empire. Les 4 coins des provinces se rejoignaient à Cusco, qui jouait un rôle similaire à celui d'un district fédéral moderne. La séparation des provinces fut probablement créée vers 1460 sous le règne de Pachacuti. Le grand chef Pachacuti eut un fils nommé Tupac Inca Yupanqui, qui devint également un important chef militaire. C'est lui qui élargit l'empire Inca à l'Équateur et à la Colombie en battant le royaume de Chimor, également puissant, qui dominait auparavant ces territoires. Selon certains historiens, les rôles masculins et féminins étaient considérés comme égaux dans la société Inca. Les femmes étaient parfois autorisées à posséder des terres et des troupeaux, l'héritage étant transmis du côté maternel et paternel de la famille. Les hommes et les femmes se partageaient les tâches quotidiennes, s'occuper des enfants, tisser, cuisiner, préparer les champs à cultiver et à construire les maisons. Ils se partageaient également l'élevage des lamas et des alpagas, les seuls grands animaux que l'on pouvait domestiquer sur ces terres. Ils étaient également une source de viande, de lait et de laine chaude pour l'hiver. Les croyances religieuses des Incas englobaient plusieurs rites basés sur un système mythologique qui influençait tous les aspects de la vie, y compris le travail, les festivités et les cérémonies. Ils étaient polythéistes et vénéraient des divinités locales et régionales. Ils croyaient à la réincarnation après la mort et imaginaient l'au-delà comme un paradis terrestre avec des champs de fleurs et des montagnes enneigées. Pour les Incas, la mort par le feu ou l'incinération du cadavre était un tabou. Brûler le corps ferait disparaître la force vitale et menacerait le passage du défunt dans l'autre monde. C'est peut-être ce qui expliquerait la coutume d'enterrer les morts dans des endroits reculés et difficilement accessibles. Souvent, les corps étaient enterrés en altitude, sur des pentes ou au sommet des montagnes. Le climat des différents sites choisis par les Incas pour enterrer leurs morts permit dans certains cas la momification naturelle des corps. Certains spécimens furent retrouvés dans un état de conservation élevé, conservant les traits du visage, les cheveux, les vêtements et même les organes internes. Les momies retrouvées étaient pour la plupart des enfants, ce qui révèle la cruauté du monde Inca. Cela prouvait que des sacrifices humains étaient souvent pratiqués afin d'apaiser la colère des dieux. La Donchela est l'une des momies Incas
les plus célèbres, une jeune fille de 15 ans qui serait morte dans son sommeil. L'architecture était l'art inca le plus important. L'exemple le plus remarquable est le Machu Picchu, construit par les ingénieurs incas. Les principales structures incas étaient constituées de blocs de pierre dont l'ajustement était si parfait qu'un couteau ne pouvait être inséré dans la maçonnerie. Ces constructions survécurent pendant des siècles, sans l'utilisation de mortiers pour les soutenir. Les calendriers incas étaient étroitement liés à l'astronomie. Les astronomes incas enregistraient les équinoxes, les solstices et le cycle de la planète Vénus. Mais ils ne pouvaient pas prédire les éclipses, comme c'était le cas dans le calendrier maya. Le calendrier inca était essentiellement lunisolaire, deux calendriers étaient tenus en parallèle, l'un solaire et l'autre lunaire. L'armée inca était la plus puissante de l'époque. Tout villageois ou fermier pouvait être recruté comme soldat en vertu du système de service public obligatoire. Tout inca physiquement apte et en âge de combattre devait partir à la guerre. À l'apogée de l'Empire, chaque section contribuait à la formation d'une armée. Les incas n'avaient ni fer ni acier, leurs armes étaient essentiellement composées de pierre et de bois. Les plus sophistiquées étaient fabriquées en cuivre ou en bronze. Avec un équipement aussi rudimentaire, les Incas ne pouvaient pas faire grand-chose contre les invasions espagnoles qui commencèrent en 1528. En juillet 1529, la reine d'Espagne signa une lettre permettant aux conquistadors espagnols menés par Francisco Pizarro et ses frères d'entamer une expédition pour conquérir le Pérou et soumettre les Incas. L'objectif était de mettre à sac les villes et de s'emparer des réserves de ressources naturelles et de pièces d'or. Les envahisseurs espagnols apportèrent avec eux de nouvelles maladies, telles que la grippe, la variole, le typhus et la rougeole. Les Incas avaient peu de défense naturelle contre ces maladies et une grande épidémie se répandit dans les villes Incas, tuant des milliers de personnes. Les Incas eux-mêmes entrèrent dans une guerre civile pour le droit de succession au trône, ce qui affaiblit encore plus l'empire. En novembre 1532, Francisco Pizarro captura Atahualpa, le dernier empereur Inca. Atahualpa fut emprisonné et contraint de collaborer avec les Espagnols. Il donna aux Espagnols suffisamment d'or pour remplir la pièce où il était emprisonné et le double en argent. Atahualpa respecta cette promesse lors d'une tentative de sauvetage, mais Pizarro le trompa en refusant de libérer l'Inca après avoir reçu la fortune. Les Espagnols exécutèrent Atahualpa et l'empire Inca commença à se désintégrer. De nombreux groupes ethniques gouvernés par les Incas accueillirent les envahisseurs espagnols comme des libérateurs et établirent des alliances avec eux pour partager la domination des ressources et l'exploitation des terres. En 1572, la dernière forteresse Inca fut conquise et le dernier dirigeant, Tupac Amaru, capturé et exécuté. Cela mit fin à la résistance à la conquête espagnole, sous l'autorité politique de l'État Inca. Lorsque Pizarro et les Espagnols assujettirent et contrôlèrent le continent, ils convertirent de force de nombreuses personnes au christianisme, prétendant les avoir éduquées selon la seule vraie religion. Les fonctionnaires coloniaux espagnols réduisirent brutalement les indigènes en esclavage. Un membre de chaque famille était contraint de travailler dans les mines d'or et d'argent. Les épidémies apportées par les Européens dévastèrent le peuple Inca et sa culture. Aujourd'hui, les descendants des Incas vivent dans les Andes et représentent près de la moitié de la population péruvienne dont les traditions entretiennent la fierté d'avoir autrefois formé un puissant empire. Réputés pour leurs merveilles architecturales et leurs cités monumentales, leurs guerriers brutaux et leurs rituels sanglants, les Aztèques établirent un gigantesque empire qui s'épanouit au centre même de l'actuel Mexique. Les origines du peuple aztèque sont entourées de nombreux mystères et légendes. Les historiens ont trouvé des preuves que vers 1065 après Jésus-Christ, il y a eu une migration massive de plusieurs tribus indigènes vers la vallée du Mexique. Les raisons exactes de cette migration restent un mystère, mais la réponse se trouve peut-être dans une ancienne légende transmise de génération en génération parmi les Aztèques. La légende raconte qu'il était une fois 7 tribus différentes qui vivaient dans un endroit appelé Chicomostoc, le lieu des 7 grottes. Elles partageaient toutes la même langue, qui devint plus tard la langue Nahua. Pour des raisons inexpliquées, les tribus entamèrent une grande migration et s'installèrent dans un paradis mythique appelé Aztlán, dans lequel toutes les tribus purent prospérer. Les tribus étaient Xochimilca, Tlahuica, Acolua, Tlaxcalteca, Tepaneca, Chalca et Mexica. Pour les historiens, l'Aztlán se situerait dans le nord-ouest du Mexique ou dans le sud-ouest des États-Unis. Les habitants de l'Aztlán commencèrent à s'appeler les Aztèques, un nom qui signifie peuple de l'Aztlán en langue Nahua. Progressivement, certaines tribus devinrent plus nombreuses et plus puissantes que d'autres, et une élite despotique dirigea d'une main de fer les terres et les habitants de l'Aztlán. Pour échapper à leurs oppresseurs, certaines tribus fuirent l'Aztlán à la recherche de nouveaux territoires à coloniser. Et la tribu Mexica fut responsable de la diffusion de la culture aztèque, construisant
construisant les principales villes aztèques au Mexique. Toujours selon la légende, vers 1323, les Mexicains eurent la vision d'un aigle perché sur un cactus épineux dévorant un serpent. Cette vision leur indiquait l'endroit où ils devaient construire leur colonie. Les Mexicains ont construit la ville de Tenochtitlan sur une petite île marécageuse du lac Texcoco, le lac intérieur du bassin du Mexique. La dynastie royale mexicaine a reçu sa charte lorsque Acamapichtli fut nommé premier roi de Tenochtitlan. Néanmoins, les Mexicas restaient soumis au contrôle du royaume de Tepanecas, auquel ils devaient abandonner leurs guerriers et payer un tribut. Après de longues années de servitude et de lourds impôts, les Mexicas se sont associés à d'autres tribus de la région et ont mené une violente guerre contre les Tepanecs, qui ont été décimés et dont les villes ont été capturées. À la suite de cette victoire, Tenochtitlan devint la cité-état dominante de la vallée du Mexique. Les Mexicas et leurs alliés formèrent les fondations de l'Empire aztèque. La société aztèque était divisée en classes sociales, la noblesse étant la classe la plus privilégiée, ayant le droit de porter des vêtements particulièrement élégants et de consommer des produits de luxe, ainsi que de posséder des terres et de commander la main-d'œuvre de la plèbe. La plupart des nobles puissants étaient appelés seigneurs et possédaient des domaines ou des maisons royales. Ils étaient autorisés à occuper les plus hautes fonctions au sein du gouvernement ou à diriger l'armée. La deuxième classe sociale était formée par les paysans et les ouvriers en général, qui, par leur travail et leur production alimentaire, constituaient une source de revenus extrêmement utile pour la ville. Certains citoyens de la deuxième classe ne possédaient pas de terre et travaillaient directement pour un seigneur de la noblesse, s'assurant ainsi le droit de vivre sur ces terres. Ce système était assez proche des fiefs de l'Europe médiévale. Comme de nombreux peuples précolombiens, la société aztèque s'est largement inspirée de l'agriculture du maïs. Le climat humide de la vallée du Mexique, avec ses nombreux lacs et marécages, favorisait une agriculture intensive. Les principales cultures, outre le maïs, étaient les haricots, les courges, les poivrons et l'amarante. Une autre méthode importante de production agricole dans la vallée était la construction de chinampas, qui étaient des étendues de terres agricoles créées par l'homme à partir d'une alternance de couches de boue provenant du fond des lacs, de matières végétales et d'autres types de végétation, et qui pouvaient être cultivées tout au long de l'année. Lorsque Tenochtitlan devint un grand centre urbain, des aqueducs alimentèrent la ville en eau à partir de sources situées sur les rives du lac, et un système fut mis en place pour collecter les déchets humains afin de les utiliser comme engrais. Cette infrastructure fit de Tenochtitlan une ville comparable à la Rome antique en termes de sophistication et d'innovations architecturales. Capitale de l'Empire aztèque, Tenochtitlan était située à l'emplacement de l'actuelle ville de Mexico. Elle fut construite selon un plan fixe et centrée sur la grande pyramide de Tenochtitlan, qui s'élevait à 50 mètres de haut au-dessus de la ville. Le temple était surnommé Hueyi Teocayi et était sacré pour les dieux de la guerre, de la pluie et de l'agriculture, chacun ayant un sanctuaire au sommet de la pyramide avec des escaliers séparés. Les Aztèques étaient particulièrement attachés aux arts et à l'artisanat, ils considéraient les activités artistiques comme un signe d'intellectualité. Les beaux-arts comprenaient l'écriture et la peinture, le chant et la composition de poèmes, la sculpture et la production de mosaïques. Certains artisans se consacraient à la fabrication de céramique fine, à la confection de plumes complexes pour les guerriers et les nobles et au travail des métaux, notamment du cuivre et de l'or. Les Aztèques utilisaient deux calendriers simultanés, un calendrier rituel de 260 jours et un calendrier solaire de 365 jours. Chaque jour avait un nom et un nombre dans les deux calendriers. Les deux dates se combinaient une fois tous les 52 ans. Les rituels mensuels concernaient l'ensemble de la population puisque les cérémonies se déroulaient dans chaque maison, dans les temples et dans l'enceinte sacrée principale. La religion aztèque était principalement organisée autour de la pratique de rituels dédiés à un panthéon de divinités distinctes et organisés à des dates précises du calendrier. Comme les autres peuples précolombiens, les Aztèques étaient polythéistes et faisaient de la religion l'une des pierres angulaires de leur culture. Une caractéristique essentielle de leur religion était l'offrande de sacrifices aux divinités, en guise de remerciement ou de paiement pour la poursuite du cycle de la vie. De nombreux festivals donnaient lieu à différentes formes de danse, à la narration de récits mythiques par des personnificateurs de divinités et à des sacrifices sous forme de nourriture, d'animaux et de victimes humaines. Pour les Aztèques, la mort était essentielle à la perpétuation de la création, et les dieux comme les hommes avaient la responsabilité de se sacrifier pour permettre à la vie de continuer. Les humains étaient considérés comme responsables de la renaissance perpétuelle
permanente du soleil, ainsi que de la rémunération de la terre pour sa fertilité. Alors que presque tous les peuples précolombiens de Mésoamérique pratiquaient des sacrifices humains, les Aztèques poussèrent cette coutume à un niveau inégalé. Pour la consécration de la grande pyramide de Tenochtitlan en 1487 par exemple, les sources aztèques et espagnoles rapportent que 80 000 prisonniers furent sacrifiés en 4 jours. Ce chiffre est jugé exagéré par de nombreux spécialistes, mais d'autres estimations évaluent le nombre de sacrifices humains à 20 000 victimes par an. L'Empire atteignit son apogée en 1519, juste avant l'apparition d'un groupe hétéroclite de conquistadors espagnols menés par Hernán Cortés. Les Espagnols s'allièrent aux cités-États opposés aux Mexicains et se lancèrent dans une guerre totale et violente contre les habitants de Tenochtitlan. Après la chute de la ville le 13 août 1521 et la capture de l'empereur Cuauhtémoc, les Espagnols fondèrent la ville de Mexico sur les ruines de Tenochtitlan. Après l'arrivée des Européens au Mexique et leur campagne militaire réussie pour conquérir les villes aztèques, les populations indigènes diminuèrent de façon spectaculaire. Cette situation est en grande partie due aux épidémies de différents types de virus introduits sur le continent et contre lesquels les indigènes n'étaient pas immunisés. Les épidémies de variole ravagèrent la population de Tenochtitlan, ce qui contribua grandement à l'effondrement de la ville. Alors que la superstructure de l'Empire aztèque fut détruite en 1521, les Espagnols exploitèrent les cités-États dans lesquelles l'Empire avait été construit pour contrôler les populations indigènes par l'intermédiaire de leurs nobles locaux. Ces nobles juraient fidélité à la couronne espagnole et se convertissaient au christianisme, en échange de quoi ils étaient reconnus comme nobles par la couronne espagnole. Les nobles servaient de médiateurs pour prélever des impôts et exploiter la main-d'œuvre pour leurs nouveaux seigneurs, contribuant ainsi à l'établissement de la domination coloniale espagnole. Au XIXe siècle, la représentation des Aztèques comme des barbares non civilisés fut remplacée par des versions romancées, avec une culture hautement développée qui rivalisait avec les anciennes civilisations européennes. La culture et l'histoire aztèque jouèrent un rôle fondamental dans la formation de l'identité nationale mexicaine. Aujourd'hui encore, l'un des principaux blasons militaires du Mexique représente un aigle royal perché sur un cactus épineux et dévorant un serpent à sonnette. Cette représentation est ancrée dans la légende selon laquelle les Aztèques savaient où construire leur ville en apercevant un aigle dévorant un serpent au sommet d'un cactus. Depuis des siècles, cette image est l'un des premiers symboles de la politique et de la culture mexicaine. À son apogée, la culture aztèque possédait une tradition mythologique et religieuse complexe et riche, ainsi que des réalisations architecturales et artistiques impressionnantes. L'héritage des Aztèques résonne aujourd'hui au Mexique sous de nombreuses formes. Les sites archéologiques sont fouillés et ouverts au public, et leurs objets sont exposés avec fierté dans les musées. Les noms de lieux et les mots aztèques imprègnent encore le vocabulaire des Mexicains, perpétuant ainsi la mémoire de ce peuple remarquable.